Comment rapides se sont déroulés les événements de l'histoire de la Terre? Voilà la question à laquelle nous allons répondre à l'émission La Parole vivante. Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission La Parole vivante, la deuxième d'une série spéciale avec notre invité, M. Guy Leduc, géologue et puis ingénieur. Alors, je commence à retenir vos titres, mon cher Guy. Ouais. Mon cher Guy, bienvenue à l'émission La Parole vivante. Ouais, ça me fait plaisir. Il y a tellement de titres maintenant que dans toute cette recherche du fondement, de la fondation, de la Terre et tout, de l'histoire de la Terre, parce que là, on regarde à quel âge est la Terre? Ben, c'est la grande question que les gens se posent. Pour les scientifiques, il n'y a aucun doute, c'est 4,5 milliards d'années. Pour ceux qui veulent remettre en question, que ce soit des chrétiens ou des croyants, ils vont dire qu'il y a quelque chose il y a des anomalies, puis il faut les regarder. Mais parlons-en de ces anomalies. Hein? Oui, oui. Bien, je me suis penché sur ces anomalies il y a quand même une trentaine d'années. De cela, je me suis aperçu qu'il y avait un l'envers de la médaille. En géologie, tout devait se produire lentement sur des millions d'années. Souvent, on va dire que l'histoire de la vie sur Terre, là, avec les petites pattes, il y a sans les petites pattes avant, là, les algues, puis après ça, il y a les petites pattes après, là, avec les trilobites, les bébites. La vie est arrivée sur Terre. Oui, c'est ça, avec les... Alors, on commence, ils vont dire 600 millions d'années jusqu'à aujourd'hui, pour cette évolution jusqu'à l'homme. Au début, je croyais à cela quand j'ai fait mes études, parce que je disais, on a des preuves. Et tout d'un coup, j'ai commencé à réaliser qu'on pouvait remettre beaucoup de des paradigmes en question. Un paradigme, ça veut dire c'est un fondement de travail. Et dans le fondement de travail, il y avait des failles. Et on s'aperçoit... Déjà au point de départ. Oui, c'est ça. Et on s'aperçoit qu'on a besoin de cette longue âge pour soutenir l'idée de l'évolution. Une théorie, oui, c'est ça. C'est une théorie. Alors, pour soutenir cette théorie, ça prend des longs âges. Et déjà dans les années 70, certains parlaient de catastrophes. On disait, mais il y a des périodes. On commence avec le Cambrien, excusez si je vous donne des noms, mais après ça, on passe par le Permien, et après le Permien, c'est le Jurassique. Ça, tout le monde le connaît, oui, le Jurassique. Les films ont été tournés. C'est ça. Au Jurassique, on est remonté dans le temps pour filmer au Jurassique. Alors, on a le Jurassique, etc., le Crétacé-Jurassique. Bon. Pardon, Trias, Jurassique. La période des dinosaures. C'est facile de nous mêler, vous savez. Oui, je m'excuse. Mais enfin, on va prendre le Jurassique. On suivra une émission avec le dictionnaire en main. Oui, c'est ça. Alors, vous avez tous Wikipédia à la maison, puis Google, là, ça va. Alors, vous avez cette période des dinosaures, et là, on commençait à accepter, oui, les dinosaures ont été éteints par catastrophe. Oui? Oui, on le reconnaît. Mais une catastrophe qui n'est pas nécessairement mécanique. Bon, il y a un météorite. Maintenant, c'est remis en question. Ça peut être des activités volcaniques. Et là, les dinosaures ont été éteints parce que les conditions de lumière avaient changé sur Terre avec le météorite, par exemple. Et donc, les dinosaures étaient morts de faim parce que la flore avait changé. Là, on s'aperçoit, non, la flore n'a pas changé. On passe aux mammifères sans que... Alors là, c'est curieux. Alors, ils vont dire que c'est biologique. Alors que moi, je pense que c'est mécanique. Mécanique dans le sens que c'est fluvial. Il y a des quantités d'eau incroyables qui sont venues intervenir dans la disparition des dinosaures. Quelqu'un va vouloir mettre l'étiquette déluge. Oui. Moi, je fais bien attention à ça parce que je côtoie des scientifiques. Parce que la Bible parle d'un déluge mondial. Et c'est légitime pour un chrétien d'accepter l'histoire du déluge. Ça, on va le voir avec la mythologie dans une autre émission. Mais si je m'en tiens à la question des dinosaures, on s'aperçoit que c'est plus mécanique qu'on pense. Ou du moins, certains géologues avertis, parce qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas avertis. Et dans toute l'histoire de la planète, là, je reviens avec nos 600 millions d'années. Là, on commence avec le Cambrien, les trilobites, puis là, on apparaît, là, les dinosaures, etc. Dans tout, c'est des sédiments qui se sont accumulés. Ce sont des détritus d'érosion de la planète.
des précipitations chimiques, des fois, dans l'eau, qui font des sels minéraux, du calcaire. Le calcaire, c'est des petites précipitations chimiques, là. Alors, toutes ces accumulations-là, et on voit la vie, effectivement, changer d'un niveau à l'autre. Ça, avec les couches. Avec les couches de sédiments. Sédiments, pensez détritus qui tournent en roche, pour prendre un langage simple. Hein? Oui. D'accord? Merci, Guy. Par compression. Hein? Bon. C'est comme du ciment. C'est comme quand on fait du béton. Bon. C'est du liquide, c'est du sédiment dans l'eau, et là, tout d'un coup, ça tourne en béton. Alors là, c'est du béton, mais qui est pauvre. D'accord? Et là, on a comme des clichés de photos de ce qu'on dirait l'évolution. On voit une évolution, on voit un changement. Effectivement, il y a comme un changement d'une couche à l'autre. Il y a des choses assez accablantes, assez intrigantes. C'est que quand il y a des surfaces d'érosion, dans les anciennes roches. C'est coupé à la tronçonneuse, à la surface des continents, d'une façon... On va revenir à nos dinosaures, en passant. C'est coupé d'une façon catastrophique. C'est coupé vraiment, là, pas comme une érosion normale. On n'a aucun paysage rocheux dans les anciennes roches, aucun bord de mer ancien rocheux fossilisé dans la roche. On a des clichés de nos joueurs, de nos acteurs, si on veut, des êtres vivants, mais on n'a pas leur paysage. On n'a pas leur paysage rocheux. On fait plein de beaux documentaires avec les dinosaures qui gambadent, avec des montagnes à l'arrière, les volcans et mais on n'a tout le tralala. Mais non! C'est des surfaces rocheuses. Les dinosaures ont jamais été, au moment où ils ont été enfouis, n'ont jamais vu aucun paysage rocheux. Au moment où ils ont été enfouis. Et ça, c'est pour les dinosaures. Et les géologues ne le savent pas. Ça, c'est un moment bien précis de l'histoire. Ben, on parle période. Oui, mais on parle à partir du Cambrien jusqu'à aujourd'hui. Les paysages rocheux n'ont pas été enregistrés, ils n'ont pas eu le temps. Le temps n'a jamais été exprimé en termes de façonnement. Oui, mais la Polaroid n'existait pas dans le temps. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Pas de Polaroid. Mais, mais ma tâche, je vais à travers le monde entier pour filmer ces surfaces de roches et j'amène les géologues à intervenir. J'en ai des collègues en Allemagne, un peu partout en Suisse. Et pour les faire admettre, la plupart admettent, il y a quelque chose qui cloche. Toi, tu sonnes le son de cloche. Cling, 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 c'est ça. Tu sonnes la cloche. Pour montrer, il y a quelque chose qui va pas. Les anomalies, chers amis. Exact. Tu déranges, toi? Oui, mais le propre de la science, c'est de toujours déranger. Voilà. Toujours. Il faut toujours déranger. Jamais satisfait. Non. On va encore plus loin. Et certainement, vous aussi, vous aimeriez participer à cette émission. Vous pouvez le faire en nous rejoignant, en composant le numéro de téléphone suivant. 1-877-L'Espoir. 1-877-537-7647. Commentaires, les choses que vous aimeriez partager avec nous. On pourra les refiler à notre invité Guy aussi. Ton adresse courriel, on va te retrouver. On va communiquer. Et où écrivez-nous à espoir.ca. Service tout à fait gratuit. Après la pause, on poursuit, on regarde les événements qui se sont précipités, on cherche l'âge de la Terre dans tout cela. Après la pause. Mais lorsqu'on étudie les sédiments dans lesquels on retrouve des dinosaures, ils sont vraiment curieux. Ce n'est pas des sédiments de plage, ce n'est pas des sédiments de gravier de rivière, c'est vraiment des sédiments de transport violent, avec des roches anguleuses.
regarde ensemble donc les événements qui se sont précipités pour regarder un peu ces fameuses couches auxquelles que tu y travailles, oui, toi, M. Guy Leduc, notre ingénieur archéologue, pas archéologue, géologue. Ça va venir, hein, après 2-3 émissions, tu vas voir, ça s'inscrit quelque part dans la mémoire. Alors, mon cher Guy, donc, parle-nous de ces études, de ces recherches dans lesquelles tu trouves des failles, c'est-à-dire des anomalies, des failles. Ah, c'est l'expression, jeu de mots, mais des anomalies. Oui, d'accord. Il y a effectivement des failles et des failles. Oui. Je parlais justement des dinosaures qui n'ont pas été témoins de ces paysages rocheux, où ils l'ont été, mais ils ont été déplacés, déportés, si on veut, pour être ensuite de cela enfouis dans des couches et de sédiments. Ils étaient comme, on va dire, sur des plages, sur des berges. Mais lorsqu'on étudie les sédiments dans lesquels on retrouve des dinosaures, ils sont vraiment curieux. Ce n'est pas des sédiments de plage, ce n'est pas des sédiments de gravier de rivière, c'est vraiment des sédiments de transport violent, avec des roches anguleuses. Et ça ressemble plus à des genres de sédiments qu'on appellerait des avalanches de débris. Ouais. On ne connaissait pas beaucoup. C'est quoi? Avalanches de débris ou des avalanches de débris ou des coulées de débris. Ce sont des sédiments qui se produisent dans des environnements catastrophiques. Alors, si tu m'appelles et tu dis, Guy, je suis en bordure d'une montagne et je suis en train de voir des débris, des avalanches de débris à mes pieds, je vais te dire, je t'envoie un hélicoptère. Parce que là, tu vas mourir. Oui. Et en bordure des volcans, on en a. Et on les connaissait mal. Maintenant, on commence à les connaître davantage, ces sédiments-là. On sait que c'est catastrophique. Alors, on va voir des paléontologues travailler sur les dinosaures et dire, on retrouve des dinosaures, on retrouve des nids de dinosaures qui ont été fossilisés. Ce qui est chose étrange. D'aujourd'hui, on ne voit pas beaucoup de nids fossilisés. On retrouve des œufs qui sont fossilisés. Parfois, les embryons ont été préservés à l'intérieur. Ils ont eu le temps de placer leurs œufs. C'est pour ça qu'il y en a qui disent que ça ne peut pas être le déluge, d'accord? Mais enfin, on reste au niveau du débat. La mer a protégé ses petits. Oui, c'est ça, la mer, l'océan, a recouvert, et là, et on retrouve d'autres couches dans lesquelles on retrouve d'autres nids. Mais c'est la particularité des grains de gravier. C'est anguleux, rond, c'est tellement étrange qu'on regarde cela. On sait que c'est de l'érosion catastrophique de montagnes qui submergeaient de la mer, mais ils ont été érodés. Et lorsqu'on les regarde, c'est coupé à coups de couteau. Là. On n'a pas de paysage rocheux, c'est coupé à tronçonneuse. Je visite ces endroits un petit peu partout dans le monde pour les filmer. Juste en passant, vous allez dire, je parle chinois, là, ça passe au-dessus de votre tête. Désolé pour cela, mais ma tâche est de faire en sorte que ça soit accessible au grand public, avec des belles animations en 3 dimensions. Non, vous allez vulgariser votre langage, M. Leduc? Oui, sous forme de documentaire, à la fois pour le grand public. Alors, je vous le souhaite de tout cœur, que vous saisissiez, compreniez des choses qu'on ne va pas vous montrer à l'école. Et aussi de le montrer pour les géologues qui sont très ouverts. Il y a des géologues qui travaillent pour les gouvernements dans différents pays, qui s'intéressent au sujet. On a des contacts un petit peu partout. Des gens qui travaillent pour l'industrie minière. Il y a des gens qui s'intéressent à l'histoire de la planète et qui veulent comprendre davantage ces phénomènes-là. Là, on fait des documentaires avec des bons experts, mais pour les rendre accessibles et aussi pour faire en sorte que la génération future, les étudiants, puissent être exposés à ces données. Alors, ils vont aller frapper à la porte de leur professeur, ils vont dire, vous avez vu tel documentaire, vous êtes mis à défi de revisiter. Remise en question. Remise en question. Et là, ils vont voir si le professeur est dogmatique ou non, s'il est prêt à changer. Parce que la science évolue par les changements, par les révolutions parmi les générations. La nouvelle génération veut les préparer à bien comprendre ces phénomènes géologiques. À savoir que les dinosaures ont été enfouis d'une façon complètement bizarre, sans avoir été témoins de beaux paysages normaux comme on voit d'aujourd'hui. De savoir que les sédiments qui les renferment, ce sont des sédiments hyper catastrophiques. On a des couches, pas juste pour les dinosaures, mais on a des niveaux de sédiments
se sont produits sur des centaines de mètres d'épaisseur qui ont eu lieu en un espace de temps très, très court. On le sait par des études de laboratoire. Sauf qu'il y a un tabou. Il y a comme une peur d'aborder cela parce qu'on tient tellement à notre longue période de temps pour pouvoir préserver l'évolution, pour pouvoir se dire qu'on n'a pas besoin d'un Dieu créateur, que la vie est apparue tout seul par hasard. Guy, merci de nous préciser que dans vos propres recherches, vous trouvez des anomalies et qu'ils vont être exposés publiquement. Est-ce qu'il y a l'adresse de ton site? Est-ce que tu vas nous le donner, puis nous, on va pouvoir le référer aux gens? Oui. Plutôt que le donner large. Si vous cherchez aussi Géodoxa sur l'Internet, G-E-O pour la Terre, doxa qui veut dire consensus dans le vieux grec. Okay. Alors, qui veut dire le consensus, parce que la science est faite de consensus, et on veut travailler sur les consensus. Intéressant, n'est-ce pas, de voir que, oui, tout est là, mis à la portée de tous et chacun. Donc, monsieur, madame, tout le monde, allez pouvoir vous y référer, regarder, poser vos questions. Et puis, pourquoi ne pas le faire maintenant? Vous pouvez nous rejoindre en composant le numéro de téléphone suivant, 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647, ou vous nous écrivez à espoir.ca. Après la pause, on conclut le message de Guy ainsi que l'émission. On va me parler de carbone 14. Le carbone 14, c'est supposé être applicable pour les derniers 40 000 ans. Alors, c'est récent. Okay. Alors, donc, les évolutionnistes ne vont pas l'utiliser pour des périodes comme les dinosaures. Quoique, on s'est amusé à faire des tests au carbone 14 dans des autres dinosaures et ça donne des valeurs en milliers d'années. Je repose la question à notre invité, à Guy. Les méthodes de datation, exemple carbone 14, peut-on s'y fier? Oui, T'en allais un peu là. Hein? Oui, c'est une bonne question. Premièrement, on peut dire que dans le carbone 14, il y a des remises en question. Là Souvent, aussi. les gens m'arrivent, veulent me parler des dinosaures, naïvement, vont me parler de carbone 14. Le carbone 14, c'est supposé être applicable pour les derniers 40 000 ans. Alors, c'est récent. Okay. Alors, donc, les évolutionnistes ne vont pas l'utiliser pour des périodes comme les dinosaures. Quoique, on s'est amusé à faire des tests au carbone 14 dans des autres dinosaures et ça donne des valeurs en milliers d'années. Seulement? Oui. Bon. Alors, donc, on va dire, non, mais on n'applique pas ça pour les dinosaures. Okay. Les dinosaures, on va Alors, on y va comment? On va utiliser d'autres méthodes radioactives, de radiodatation, rubidium, strontium, potassium, argon, etc. Et en ce moment, comme ça semble bien fonctionner avec les aires géologiques, ça va être un peu la bête noire des créationnistes qui essayent de rajeunir la Terre. Alors, oui, il faut l'admettre qu'il y a des difficultés à ce niveau-là, mais en même temps, il y a des nouvelles découvertes qui se font. Vous savez, quand on parle de physique quantum, physique quantique, c'est tellement bizarre et étrange. Juste le nom, là, déjà. Oui, juste le nom, déjà. Alors, c'est pour les gens, vous faites le googler, si on veut. On l'écrit comme... Physique des quantiques. Même les physiciens quantiques disent que si on prétend comprendre la physique quantique, c'est parce qu'on n'a rien compris. Il n'y a rien à comprendre. C'est tellement, ça va tellement à l'encontre de notre pensée. Mais on sait que tous ces phénomènes sont liés à des phénomènes de physique quantique. Alors, donc, c'est très, très bizarre, c'est très étrange. Mais on a des arguments pour croire que ces méthodes-là, en fait, sont fautives. On ne va pas embarquer dans le débat, on n'a pas le temps maintenant. Alors, mais il y a des débats, ça existe, là, entre vous, entre les savants, les chercheurs. Oui, ils existent. Le problème, c'est que beaucoup des géologues vont se cantonner dans ces méthodes-là pour accepter l'histoire de la Terre telle qu'on nous le présente. Et je reviens à mes 600 millions d'années à partir de mon
cambrien avec mes trilobites et aussi les roches qu'il y avait avant. On se cantonne là-dedans en disant, mais écoutez, ça fonctionne, les horloges fonctionnent, on a les pendules à l'heure. On est donc bien dans notre fauteuil, dans notre lazy boy. On est bien dans notre fauteuil, etc. Et là, on va regarder l'histoire des dinosaures qu'on nous présente dans les documentaires à la télévision, puis on va pas nous montrer les autres problèmes. Juste un problème intéressant. Je pense que Laurence Tisdale Oui, je pense que Laurence Tisdale en a parlé. Mais on découvre qu'il y a de plus en plus de matière qui n'est pas réellement parfaitement désintégrée par des millions d'années dans les os de dinosaures. On a encore des tissus mous, on a encore des traces d'hémoglobine, d'ADN, ces choses-là. On les retrouve et normalement, avec la pluie de rayons cosmiques qui nous parvient du Soleil, comme les neutrinos, bon, enfin, j'embarque pas dans toutes ces particules qui pleuvent sur nous et qui traversent la croûte terrestre, viennent désintégrer ces particules-là. On le sait, on peut mettre un bout de steak ici, puis on connaît puis on peut même le mettre dans une boîte de plomb qui devrait protéger normalement ce bout-là. Et on le voit par la pluie de rayons cosmiques qui tombent dessus, qui pénètrent dessus, la désintégration de la matière organique. Et là, on déterre des cadavres, plutôt des squelettes de Tyrannosaure Rex au Montana, et quand on les déterre, il y a une odeur de putréfaction. Et on retrouve des tissus, et ça, c'est très embarrassant pour la science actuellement. Il y a un débat à ce niveau-là, mais est-ce qu'ils sont si vieux que ça? Est-ce qu'ils sont prêts à rajeunir? Non, ils sont prêts à les ressusciter comme dans Jurassic Park. Mais le point est que il y a tellement de données qui nous montrent que les événements ont lieu beaucoup plus rapidement que ça devient embarrassant. Si on va au carbone 14... Oui, revenons à ce... Il est populaire, on a entendu tellement parler. Oui, carbone 14, c'est bon pour l'histoire, la préhistoire. Puis on s'aperçoit à Giza, en Égypte, là où il y a les 3 grandes pyramides d'Égypte, à Jéricho, et aussi sur la mer Égée. Il y a des études systématiques qui montrent que oui, ça colle avec l'histoire. On connaît l'histoire, on connaît les datations égyptiennes avec les petits scarabées bleus. Oui. Et là, dans les couches, on prend un bout d'os, parce que c'est tout le temps, c'est pas avec la pierre, hein, c'est avec les os et le bois. Et là, on date, puis on dit, hey, ça colle. Là, qu'on arrive, à l'instant où on remonte dans le temps à 1200 avant Jésus-Christ, les âges commencent à être beaucoup plus vieux au carbone 14. Et ça colle plus avec l'histoire. Et là, on voit une dérive très, très sérieuse. On s'aperçoit qu'il y a des dérives excessives. Ça veut dire que lorsqu'on date quelque chose en Mésopotamie, chez les Sumériens ou en Égypte, c'est les Égyptiens, si on pense que ça a 1800 ans, au carbone 14, en fait, ça peut être 1000 ans. Si ça a 3000 ans, ça peut être 1500 ans. Dans les grottes de Lascaux, paléolithique supérieur, c'est une période de la préhistoire, là, on va dire 15 000 ans, c'est peut-être 6 000 ans. Et beaucoup d'anthropologues, ce sont des études systématiques, ce sont les seuls qui confirment cette dérive, et on n'en parle pas. Ou du moins, la nouvelle génération ne sont pas prêts à faire face à ces découvertes. Guy, merci de nous en parler. Et les gens vont réagir. Alors, vous avez devant vous le numéro de téléphone, adresse, comment nous rejoindre, l'adresse courriel. Allez-y, service gratuit. Après la pause, on va regarder notre position qu'on devrait avoir face à la Terre, face à son histoire, après la pause. C'est quand même un sujet qui est délicat, c'est difficile, hein, parce qu'il va y avoir des pour, des contre, il va y avoir un débat. Moi, je m'intéresse au débat de voir que la Terre est en train de faire un clin d'œil, de dire, écoutez, les événements qui ont eu sur cette planète sont anormaux, ne sont pas lents.
Chers amis, c'est l'heure de conclure aussi bien l'enseignement de Guy que l'émission. Alors, je vais donner l'occasion à Guy de conclure cet enseignement que nous venons d'entendre sur bien les événements qui se sont précipités, puis essayer de déterminer l'âge de la Terre, là, scientifiquement. C'est quand même un sujet qui est délicat, c'est difficile, hein, parce qu'il va y avoir des pour, des contre, il va y avoir un débat. Moi, je m'intéresse au débat de voir que la Terre est en train de faire un clin d'œil, de dire, écoutez, les événements qui ont eu sur cette planète sont anormaux, ne sont pas lents. Tout s'est produit beaucoup plus rapidement qu'on pense et ça laisse la place, si on veut, à chercher le déluge dans les roches. Mais il y a un autre élément qui est très, très, très important. La science est faite avant tout par l'homme. Et l'homme est avant tout philosophe et un penseur. Un penseur. Donc, la science pure et dure, logique, rationnelle, oui, un petit peu, mais il ne faut pas se leurrer avec ça. Il faut en arriver à l'évidence que l'homme, avant tout, va orienter la science. J'ai donné un exemple en géologie, qu'on veut voir la Terre d'une certaine façon avec une paire de lunettes. Je me dis, regardez avec une autre paire de lunettes, vous allez voir autre chose. Et c'est un peu la philosophie actuelle de dire que la science est meilleure que la révélation biblique. Il faut se fier à la science, mais la science, elle, n'est qu'un outil avant tout. C'est un outil fait par l'homme. Et je pense toujours à Max Planck, qui est un grand physicien allemand, qui disait les théories en science, même en physique, la supposée science ultime qui amène à des conclusions, si on veut, presque indéniables, par expérimentation. Max Planck disait, une théorie ne prend pas place simplement parce qu'on la démontre et les autres ont eu la démonstration scientifique. Ils disent, hey, ça marche, donc on y croit. Il dit non. Il dit, on a la vieille génération qui n'accepte pas l'idée, la nouvelle génération qui commence à être familier avec l'idée, la vieille génération passe et la nouvelle génération décide d'adopter une nouvelle perspective. C'est très social. La science, avant tout, est très sociale. Elle se fait dans un contexte très social. Le contexte social actuel ne va pas laisser de place à la Bible, ne va pas laisser de place à des grandes catastrophes qui ont non seulement éteint les dinosaures, mais qui les ont propulsés dans des sédiments. On a un contexte social qui nous empêche de voir ça. Alors donc, et la science, avant tout, est un débat. C'est toujours un débat. Est-ce qu'en tant que pasteur, je peux dire que la science, c'est une autre façon de tasser Dieu? Actuellement, disons que les médias le font ainsi. Il commence à y avoir des scientifiques, même athées, qui en ont marre, si on veut, qui en ont ras-le-bol de cette approche-là, parce qu'ils se disent, non, on va trop loin dans cette direction-là. Il y en a qui sont vocales, il y en a qui maintenant s'expriment en disant, on va un peu trop loin avec la science comme étant celle qui répond à tout. Et la révélation, pour moi, est extrêmement importante. Ben, là, la révélation, mon cher Guy, je prends les 20 dernières secondes. Allez-y. Alors, c'est Romains chapitre 1, verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Alors, la Bible nous met devant un choix. Choisis Dieu et tu retrouveras tout le sens et la dimension de ta vie et une relation avec lui. Merci Guy. Merci d'avoir été à l'écoute de cette autre émission de La Parole vivante.